Fond de Latte. Voici une histoire d'amitié qui peut choquer. L'histoire nouée pendant 25 ans entre Martine Weiss, une visiteuse de prison, et le célèbre Patrick Henry, l'homme le plus détesté de France, assassin du petit Philippe Bertrand en 1977. On ne raconte jamais la vie d'un condamné à perpète après son procès. Et là, vous allez apprendre plein de choses. J'ai tiré cette histoire du livre de la journaliste Plana Radenovic, Martine Weiss et Patrick Henry, L'amitié malgré tout, chez Michalon. Réalisation, signée Céline Lebras. Europe 1, Christophe Fond de Latte. Pourquoi devient-on un jour visiteur de prison? Pourquoi décide-t-on de se mettre en marge de l'opinion? Parce que la plupart des gens ne comprennent pas. Allez voir des gens en prison, des gens qui ont tué, qui ont violé, qui ont torturé, des voleurs, des bandits, des gangsters. Pourquoi faire? Ils ont qu'à crever. Ils ont fait des bêtises, ils ont qu'à crever. T'as du temps libre. Occupe-toi des enfants malades, des vieillards abandonnés, des sans-logis, des sans-famille, de ceux qui n'ont rien fait pour mériter ça. Et toi, Martine, tu as un mari, vous vous aimez, tu as des enfants, bientôt des petits-enfants. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Devenir l'ami de Patrick Henry, un tueur d'enfants? Un type qui a étranglé un enfant de 7 ans? T'y penses au petit Philippe Bertrand? Il aurait pu le libérer quand il a vu qu'il ne toucherait jamais la rançon qu'il réclamait. Eh ben non, il l'a pas libéré. Avec ses mains, Martine, avec ses mains, il lui a serré le cou. 7 ans. Et toi, pendant 25 ans, tu as été sa visiteuse, son amie. Tu as été l'ami d'un étrangleur d'enfants. Faut m'expliquer, Martine. Faut m'expliquer. Martine Weiss a 42 ans quand elle devient visiteuse de prison. Qu'est-ce que je peux vous dire sur son enfance qui peut expliquer, puisqu'il est question d'expliquer? Martine a été abandonnée par sa mère à la naissance. Récupérée d'abord par sa grand-mère jusqu'à l'âge de 3 ans, puis finalement par son père. À 11 ans, on la place dans un internat à Lambersart, dans la banlieue bourgeoise de Lille. Elle n'a qu'une chose à dire sur cette époque. Oh, c'est drôle. Quand je parle de la pension, je fais toujours le lapsus. Je dis prison. C'est amusant, non? Martine a été mariée 2 fois. Et la deuxième a été la bonne. Il s'appelle Jean. En vérité, au début, c'est son patron. Il est directeur commercial dans l'entreprise où elle est elle-même commerciale. Ils partent en tournée 1 semaine et c'est le coup de foudre. En rentrant, ils annoncent à leurs conjoints respectifs qu'ils divorcent. Le coup de foudre, je vous dis. C'est important de vous parler de Jean dès le début, parce que cette histoire, c'est aussi une histoire de couple. Cette envie d'entrer en prison, de visiter des prisonniers, ça la travaille depuis un bon bout de temps. Mais bon, les enfants, le boulot, le déclic arrive quand elle a 42 ans. Les enfants maintenant sont grands, elle ne travaille pas le lundi. À cette époque, elle habite à Caen, en Normandie. Le plus naturellement du monde, elle appelle la prison de Caen. Centre pénitentiaire de Caen, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, je vous appelle, je souhaiterais devenir visiteuse de prison. Comment dois-je faire? Ah, ça ne passe pas par nous, madame. Il faut vous adresser à l'antenne locale de l'association des visiteurs de prison. Elle leur écrit, et elle se lance dans un parcours du combattant, parce qu'on ne devient pas visiteur de prison comme ça. Enquête des renseignements généraux, entretien avec 2 policiers au commissariat de Caen, entretien avec un juge d'application des peines, entretien avec la directrice des services sociaux de la prison, tout ça dure 1 année. Et à la fin, elle signe une charte longue comme un jour sans pain, dans lequel elle s'engage à ne rien faire rentrer, à ne rien faire sortir et à ne faire aucun prosélytisme religieux. Et en septembre 1992, Martine franchit pour la première fois la porte du centre de détention de Caen. Vous êtes déjà rentré dans une prison? La première fois, c'est un choc. Le bruit
l'odeur, les détecteurs de métaux qui ne doivent jamais sonner, les portes qui s'ouvrent les unes après les autres. Une SPIP est venue l'attendre, une conseillère d'insertion. « Bonjour, suivez-moi. » Elle passe par le chemin de ronde, entre les deux murs d'enceinte. Le bâtiment est magnifique, mais il suinte l'humidité. Et derrière une porte, Martine entre au cœur du bâtiment A, au milieu des détenus. En l'occurrence à Caen, 80% de délinquants sexuels. Elle sent un léger vertige. Sur un bout de papier dans sa main est écrit le nom du détenu avec lequel elle a rendez-vous. Pierre. Elle ne sait rien sur lui. Rien. Juste son nom. On l'installe dans une cellule, 2 chaises face à face, une table au milieu et une sonnette au pied à actionner en cas d'urgence. Aucun surveillant ne sera là. Ils seront tout seuls. Et le voilà qui entre. Pierre, 39 ans, un ancien cuistot tout en rondeur. Ouf, il a l'air sympa. Et la conversation démarre toute seule. Et il dit d'entrée pourquoi il est là. Elle ne lui aurait jamais demandé, elle n'en a pas le droit. Mais lui, il y va tout droit. Oh, moi c'est simple, hein. Je suis un braqueur. Je me suis fait une banque. Je me suis fait pincer. Je suis là, quoi. Il raconte tout. Il s'est fait arrêter par des paysans dans un champ. Oh, vous n'allez pas le croire. Vous savez ce qu'ils m'ont fait, les pécores? Ils m'ont forcé à me déshabiller en attendant les gendarmes. Un tchatcheur. Et pourtant... Je n'ai aucune visite. Non. De personne. Si, j'ai mon oncle qui vient une fois par an, au moment de Noël. Il me porte mon colis, quoi. Mais c'est tout. Martine est soulagée. Ça se passe bien. Elle va mettre un peu de temps à réaliser qu'il l'embrouille un peu. Le gentil Pierre, figurez-vous, a monté depuis sa cellule un réseau de proxénétisme. N'empêche que 2 ans plus tard, Pierre obtient une permission de sortie pour se marier. Et qui sont ses témoins? Martine et Jean, son mari. Assez vite, l'administration pénitentiaire lui propose un 2e détenu, Abderrahman, qui ne sait ni lire ni écrire. Il a violé sa fille de ses 8 ans à ses 13 ans. Et lui aussi, elle s'attache à lui. Un pédophile pourtant. Elle le trouve touchant. Et quand il a fini sa peine, comme il est algérien, il est expulsé. Et c'est Martine et Jean qui vont récupérer chez l'un de ses amis 2 petits cartons qui contiennent toute sa vie en France. Ensuite, il y a Joël, un alcoolique qui a violé sa fille, lui aussi. Joël qui se fait maltraiter par les autres en prison. Un jour, il lui montre les marques qu'il a au cou. On a voulu l'étrangler. Pour son anniversaire, elle lui achète un jogging bleu et un jean et un pull. Lui qui n'a que des pantalons troués. Et quand il sort, lui aussi, avec Jean, il s'occupe de tout. Il lui achète une gazinière, un réfrigérateur, tout ce qu'il faut. Et puis il y a Thierry, 33 ans, un soulard tombé dans une tournante. Et Jean-Emmanuel, un réunionnais, qui à l'inverse des autres, ne lui dira jamais pourquoi il est là. Jean-Emmanuel refuse de voir ses enfants. Il a trop honte. Trop honte, Jean-Emmanuel? Mais enfin, vos enfants veulent vous voir. Vous avez le culot de refuser? Alors que d'autres détenus sont abandonnés par leur famille? Mais ça va pas? Et la semaine suivante... Vous allez être fier de moi, Martine. Ouais. J'ai écrit à ma fille pour qu'elle demande une autorisation pour des parloirs en famille. Et Jean-Emmanuel va revoir et ses enfants et sa mère. Et puis, un jour, il y a Patrick Henry. Lui, au début, Martine n'est pas sa visiteuse. Elle le rencontre à l'atelier d'imprimerie géré par une association. On vient de la nommer administratrice de l'atelier. C'est la patronne, à la tête de 6 détenus imprimeurs. Poigne de fer. Je suppose que vous êtes tous ici des fumeurs de joint, hein? Alors je vous le dis, si vous détournez le règlement, je vous vire dans les 3 minutes. C'est compris? Et donc, parmi les détenus imprimeurs, il y a Patrick Henry.
Depuis le premier jour qu'elle est entrée dans cette prison, elle sait qu'il est là, bien sûr. On lui en a parlé plusieurs fois, mais Martine, les faits divers, les crimes, ça ne l'a jamais intéressée. En revanche, la première fois qu'ils se parlent tous les deux à l'atelier, ça, elle n'est pas prête de l'oublier. Je suis passionné par Mein Kampf. Ah bon? Et ça t'apporte quoi? Tout n'est pas négatif, hein, dans ce qu'Hitler projetait de faire. Martine a du sang juif. Elle est prête à exploser. Et d'ailleurs, le soir, elle appelle le président de l'association qui gère l'atelier. Je vais arrêter, André. Je vais arrêter. C'est à cause de Patrick Henry. Écoute, Martine, ça colle pas avec le bonhomme que je connais, je te jure. Apprends à le connaître. Cette histoire ne correspond à rien de ce qu'il est profondément. Et elle accepte, sans savoir qu'elle en prend pour 25 ans. À l'atelier, Patrick Henry, c'est le cerveau de la bande. Il a fait des études en prison, un DUT d'informatique. C'est lui qui forme les autres. C'est lui qui leur apprend le métier. Il est très bon là-dedans, très patient, très pédagogue. Et assez vite, Martine s'aperçoit que Patrick aime bien les garçons. Des petits gestes comme ça, de tendresse, un bras sur l'épaule, vite retiré. Il a pris sous son aile un jeune Colombien de 30 ans, aux yeux très étranges. Violé par sa mère à l'âge de 9 ans, il est devenu violeur lui-même. Un gamin un peu débile, qui aurait plus sa place à l'hôpital psychiatrique qu'en prison. Eh bien, Patrick s'en occupe. Il lui apprend à se laver, à se lever tôt, et même à écrire. Mais avec Martine, il ne parle pas de tout ça, hein. Il est très pudique, Patrick Henry. Parler de lui, non. Martine dira d'ailleurs qu'elle a toujours senti quelqu'un qui vivait avec le fait qu'il avait tué un gosse. Donc lui, il ne dit rien. En revanche, elle, a le voir toute la journée à l'atelier, dans le même bureau. Elle raconte les études de ses enfants, la naissance de son petit-fils. Elle lui montre la photo d'ailleurs. Regarde Patrick, regarde comme il est mignon. Et là, elle dit qu'elle le voit qui se crispe, que sans doute à ce moment-là, il pense au petit Philippe Bertrand qu'il a étranglé. Alors elle range sa photo et ils n'en reparleront plus. Le mari de Martine, Jean, le rencontre à son tour. Et le soir à table... J'ai vu ton Patrick Henry, là. Il est sympa, hein? Très sympa. Martine lui présente aussi son fils aîné, Maxime. Et puis le temps passe, les années. Et un jour, Martine apprend que Patrick Henry vient de déposer sa 6e demande de libération conditionnelle. Il en dépose une par an depuis qu'il est éligible. Il présente toutes les garanties, il travaille en prison, il a fait des études, il a trouvé un logement dehors, mais il s'appelle Patrick Henry. Et en dernier ressort, le garde des Sceaux refuse toujours de le laisser sortir parce qu'il est l'archétype du tueur d'enfants, parce qu'il est le monstre. Au passage, Martine pense qu'il devrait changer de nom. Patrick, pourquoi est-ce que tu prendrais pas le nom de ta mère? Châtonnier. Patrick Châtonnier, tu serais plus tranquille, hein? Non. Non, c'est hors de question. Je changerai pas de nom. Si je suis pas capable de vivre dehors sous le nom de Patrick Henry, eh ben c'est que je suis pas capable de vivre dehors. Voilà. Quoi qu'il en soit, sa 6e demande de libération est refusée par Jacques Toubon, le garde des Sceaux. Et à partir de là, Martine est totalement impliquée dans le projet de faire sortir Patrick Henry de prison. C'est elle qui trouve son nouvel avocat, Thierry Lévy. C'est elle qui va avec son mari Jean au ministère défendre sa cause. Mais un jour, elle déménage à Lille. Et c'est par la radio,
qu'en 2001, alors qu'elle est en voiture, elle apprend la nouvelle. Patrick Henry est libre, une liberté conditionnelle. La décision a été prise par une juridiction. Après 24 années de prison, Patrick Henry va sortir. Il a obtenu sa conditionnelle. Et quand il sort, Martine et Jean font les 400 kilomètres qui séparent l'île de Caen pour le voir libre. Il vit dans un petit 2 pièces, genre HLM, mais en vérité, il vit surtout dans sa chambre. Viens Patrick, on va dans le salon, enfin on sera mieux sur le canapé, qu'assis sur ton lit. Non, je préfère rester là, Martine. Dans sa chambre, il a reconstitué sa cellule. Et c'est aussi dans cette chambre qu'il travaille pour son nouveau patron, l'imprimeur Charles Corlet. De chez lui, puisque les ouvriers de l'imprimerie ont menacé de se mettre en grève s'ils venaient à l'imprimerie. La plupart du temps, il vit d'ailleurs dans le noir, les volets fermés. Il ne peut pas vivre normalement. En juin 2002, un peu plus d'1 an après sa sortie, un jour, Patrick Henry va chez Leroy Merlin pour acheter des petits outils. Mais au moment de payer, il s'aperçoit qu'il a laissé son argent dans la voiture. Et là, il prend la décision complètement folle de voler pour 15 € de matériel. 3 fois rien, hein. Des poulies, des chaînes en acier, des mousquetons. Et il se fait pincer. Et le magasin, voyant son nom sur sa carte d'identité, porte plainte. Et Martine la prend par un journaliste. Elle est furieuse. Et en même temps, elle est très surprise. Alors elle l'appelle. « Enfin Patrick, tu dois être parfait. Tu dois être même plus que parfait. T'as droit à rien, hein. Ton nom est maudit. Tu dois traverser dans les clous quand il y a le petit bonhomme vert. » Mais, pour ce vol, Patrick Henry n'est condamné qu'à une amende. Sa conditionnelle n'est pas révoquée. En revanche, il se fait virer par son patron. L'imprimeur Corlet ne veut plus de lui. Et quand plus tard, il fait un excès de vitesse, il se retrouve encore à la une des journaux. Et quand il achète une voiture d'occasion, l'assureur ne veut pas de lui. « Dehors! Vous n'avez rien à faire ici. Mais comment avez-vous pu entrer dans mon bureau ?» On ne veut pas non plus lui louer de garage. Et quand il va au restaurant avec Jean et Martine, il n'est jamais tranquille. Il regarde autour en permanence, il cherche les yeux hostiles, il sait que les gens le détestent. Et puis un jour, Patrick Henry fait une grosse bêtise. Dans la nuit du 5 au 6 octobre 2002, 1 an et demi après sa sortie, il se fait pincer à un péage en Espagne, près de Valencia, avec 10 kilos de cannabis planqués dans son coffre. Martine ne comprend pas. Elle se pose une question très douloureuse. Est-ce qu'elle le connaît vraiment ? Ils ont tant parlé tous les deux. Mais c'est vrai assez peu de lui. Mais jamais de ses failles, de son côté sombre. Moi, Martine, je le lâche pas, hein. Et vous ? Moi ? Je crois pas. Et là, il se retrouve, non pas à Caen, mais à Val-de-Reuil, en Normandie. Martine a décidé de ne pas le lâcher. Elle va le voir au parloir toutes les 2-3 semaines. Et là, elle n'est plus la visiteuse de prison. Elle n'est plus responsable de l'atelier d'imprimerie. Elle est juste une amie. Une amie qui vient le voir au parloir. Elle le suit ensuite quand au bout de 2 ans, il est transféré à la centrale de Saint-Maur, près de Châteauroux. Elle y va tous les dimanches après-midi, au moins 4 heures. Et là, ils deviennent vraiment intimes. Il se livre sur son enfance, et même du bout des lèvres sur son crime. Et quand elle lui caresse la main, il comprend pas qu'elle puisse toucher la main qui a étranglé un enfant. Et les années passent, et elle s'occupe toujours de ses demandes de libération conditionnelle. Et les gens sont prêts à l'accueillir chez eux à sa sortie. Mais toutes les demandes sont refusées. En 2012, il change encore de prison, Melun. En 2014, il espère que François Hollande va le laisser sortir. Rejeté. Jusqu'à ce qu'en 2017, on lui diagnostique un cancer du poumon. Stade 4,
très évolué. Ça fait 40 ans qu'il est en prison. 40 ans. Et là, compte tenu de son état de santé, il est libéré. Patrick Henry quitte la prison de Melun le 15 septembre 2017. Et c'est Martine et Jean qui l'attendent à la sortie et qui l'emmènent directement à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris. Et ce sont eux qui louent, pour lui, un appartement près de Lille. Il va mourir. Il le sait. Ils le savent. Un jour, Patrick dit à Martine: « Je vais m'en aller, Martine. Et après, à ma droite, il y aura maman. Et à ma gauche, il y aura une place pour toi. Quand tu arriveras. Je vais te dire, Martine. Je t'aime parce que tu mérites d'être aimé. » Patrick Henry meurt le dimanche suivant à l'hôpital de Lille, où il était hospitalisé sous un faux nom, Anneau Peintre. Martine est prévenue tout de suite, la première. Elle arrive à l'hôpital vers 14h, soulagée que la presse ne soit pas encore au courant. Elle choisit de l'habiller d'une chemise et d'un pull bleu ciel qu'elle lui avait acheté et qu'il aimait bien. Ils sont 6 à la cérémonie d'obsèques au funérarium, juste avant l'incinération. Sa nièce, André, un théologien suisse avec lequel Patrick a correspondu toute sa vie, quelques amis taulards, et puis Jean et Martine. Elle lit un petit mot. « Patrick, mon ami, je suis profondément triste. Ça fait de nombreuses années que je te tiens la main, sans jamais la lâcher. Aujourd'hui, j'ai peur des jours à venir. Qui va tenir ma main, comme tu le savais le faire? Même si parfois j'ai entendu des imbéciles dire qu'être l'ami de Patrick Henry, c'est difficile. Je veux te dire que te connaître et partager notre tendre amitié a été une joie. » Les cendres de Patrick Henry reposent près de celles de sa mère, à Troyes, là où tout a commencé. J'ai tiré cette histoire du livre de la journaliste Plana Radenovic, Martine Weiss et Patrick Henry, L'amitié malgré tout, chez Michalon. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Voilà donc pour cette histoire tirée du livre de Plana Radenovic, Martine Weiss et Patrick Henry, L'amitié malgré tout, qui paraît aux éditions Michalon. Et Plana Radenovic, vous êtes là avec moi pour débriefer cette histoire, que peut-être des gens d'ailleurs qui viennent de l'écouter ont jugée scandaleuse. C'est une idée que vous assumez. Oui, c'est une idée que j'assume et même que je défends. J'aimerais que les gens qui jugent cette histoire scandaleuse se rendent compte que en chaque personne, il y a une part d'humanité, et même en Patrick Henry. Et Martine Weiss, c'est cette part-là qu'elle a décelée, qu'elle a su déceler, et c'est pour ça qu'ils sont devenus amis. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas écrit ce livre elle-même ? Parce que Martine n'avait pas pensé du tout à faire de sa vie un livre. Je pense que c'est une étape assez étrange quand on pense que sa vie est assez importante pour faire un livre. C'est moi qui l'ai convaincue de le faire, et elle a préféré me faire confiance, et elle m'a beaucoup parlé, mais c'est moi qui ai écrit. Martine n'est pas du genre à se faire mousser. Non, c'est pas du tout son genre. C'est quelqu'un d'assez simple et plutôt en retrait. Elle l'a lu ? Oui, bien sûr, elle l'a lu. Avant publication. Elle l'a lu avant publication, bien sûr. C'est quand même sa vie, c'est quand même son histoire, donc je voulais évidemment qu'elle soit d'accord avec tout ce que j'ai écrit. Comment ça s'est passé d'ailleurs avec elle ? Est-ce qu'elle s'est livrée facilement ? Alors Martine est quelqu'un qui parle beaucoup, mais pas beaucoup des choses profondes, importantes. Ouais. Voilà, elle parle très facilement. C'est une ancienne commerciale, hein, donc c'est quelqu'un qui a du bagou, elle a de la tchatch. Donc la première fois, je l'ai rencontrée dans un café de Lille alors que je faisais un article pour le journal La Voix du Nord. Et au-delà de l'article, on est resté parler 3 heures, mais de tout et de rien. Mais le contact est bien passé. Et après, je suis partie dans sa maison en Creuse, où là vraiment on a parlé de choses beaucoup plus profondes. Elle m'a montré des lettres de Patrick Henry, etc. Et elle était beaucoup plus dans l'émotion, parce que je pense qu'il y avait des barrières qui étaient tombées, on se connaissait un petit peu mieux et c'est mieux passé. Ça s'est passé comment ? Vous avez fait tourner un enregistreur, c'est ça ?
Et Oui, vous lui avez fait tout raconter depuis le début? Oui, exactement. Et puis avec des supports de lettres, parce que c'est quand même 25 ans d'amitié, donc à raconter c'est très très long. Donc on prenait des photos, des lettres, etc. Comme ça lui rappelait des moments importants. Puis on est revenu après sur son récit par téléphone. J'ai aussi à peu près 10 heures de conversation avec lui. Au téléphone? Au téléphone. Qu'est-ce qui l'a poussé à témoigner, selon vous? Selon moi, c'est une idée de la prison. En fait, elle a envie d'expliquer que les gens qui sont en prison font partie de notre monde. La peine de mort a été abolie en 81 et donc ça veut dire que tous les personnes qui sont condamnées ont vocation à revenir dans la société et font partie de cette société. Et Martine, c'est quelque chose qu'elle défend vraiment ardemment. Alors Patrick Henry, c'est l'exemple ultime parce que c'est l'archétype du tueur d'enfants, comme vous l'avez rappelé dans votre récit. C'est un monstre aux yeux de la société, mais elle était amie aussi, comme vous l'avez dit aussi, avec d'autres détenus. Voilà. Qu'elle a continué à voir. Tout ça s'est passé en parallèle, en vérité. Oui, exactement. Oui, évidemment, on retient Patrick Henry parce que le nom évoque quelque chose à tout un chacun, mais il y a beaucoup d'autres noms et beaucoup d'autres criminels avec qui elle était amie. Ouais. Et elle, le fait que ce soit Patrick Henry ne l'a pas plus impressionnée que ça, quoi. Non, elle connaissait l'histoire. Évidemment, tout le monde la connaît au moins par ouï dire, mais elle la connaissait même pas dans les détails. À l'époque, elle avait même pas regardé le procès ni lu les comptes rendus. Donc elle savait que c'était quelqu'un de connu, entre guillemets, mais c'est tout. Elle a probablement beaucoup de rancœur à l'égard des journalistes. Oui. J'imagine qu'il a fallu la convaincre, donc. Oui. Au début, quand elle me connaissait pas, elle voyait en moi une journaliste, ce que je suis comme les autres. Aussi. Voilà, une journaliste comme les autres, bien sûr. Et il a fallu vraiment qu'elle comprenne que j'ai des conceptions similaires à elle sur la prison, sur la nécessité de réinsertion des détenus, etc. Pour qu'elle consente aussi à se livrer et à penser que j'allais pas prendre son récit pour en faire autre chose, un autre objet plus peut-être sensationnaliste. Oui, scandaleux, quoi. Voilà. C'est de ça dont elle avait peur, en vérité. Oui. Elle avait même peur à la base de me rencontrer, même pour un article. Ouais. Elle se méfie des journalistes. Ouais. Je veux, Plana, qu'on parle un peu plus de cette femme, parce que c'est une chose qui nous laisse un peu sur notre faim, mais peut-être parce qu'il n'y a pas totalement de réponse, d'ailleurs, à la question, mais on voudrait comprendre ce qui l'anime. Ce qui l'anime dans cette démarche de visiteuse de prison. Pourquoi elle fait ça? Elle l'explique un peu à moitié, j'ai envie de dire. Alors déjà Martine, elle a passé son enfance dans une pension et elle a vécu ça comme un enfermement. Alors c'est un peu extrême, mais pour elle c'était comme une prison. C'est elle qui fait ce parallèle. C'est elle qui fait ce parallèle-là. Et du coup, toute sa vie, elle a nourri une appétence en fait pour tout ce qui touchait à la chose carcérale. Elle se demandait ce qu'il y avait derrière les épais murs des prisons. Et donc ça part d'une curiosité au départ. Oui, ça part d'une curiosité. Et par ailleurs, Martine c'est quelqu'un de profondément humain. Donc je disais, elle était commerciale, c'est quelqu'un pour qui les rapports avec les autres et s'intéresser à l'autre est très très important dans sa vie. Elle a beaucoup d'empathie, elle aime bien écouter les gens. Donc c'est pour ça qu'elle s'est dit pourquoi pas être visiteuse de prison et qu'elle est allée devenir visiteuse de prison à la prison de Caen. On a l'impression qu'elle a de l'amour à donner en rab. Oui, c'est quelqu'un de très généreux. Elle a un mari, elle a des enfants, elle a des petits-enfants. Elle a une très grande famille. D'ailleurs, sa maison de Creuse, c'est une grande maison familiale. Pour Noël, je crois qu'elle avait une vingtaine d'invités. Enfin bon, c'est quelqu'un de très très généreux. Mais en fait, elle a vraiment besoin de se sentir utile. Un moment dans nos entretiens, elle m'a dit j'ai ressenti comme une plénitude, une douceur. J'avais l'impression d'être utile à des personnes. Et c'est vrai que quand on est visiteur de prison, on est parfois la seule personne en dehors de la prison que les détenus côtoient. Donc on est très très important pour eux et tout ce qu'elle pouvait faire pour eux prenait une importance immense. Quand elle achète un jogging pour un détenu, nous ça nous paraît anodin à l'extérieur, mais lui c'est son seul jogging et tous ses autres pantalons sont troués. Donc évidemment elle prend une importance immense. Il y a une rencontre, il y a un des détenus, avant de parler de Patrick Henry, qui est très intéressant, c'est Jean-Emmanuel, parce que elle s'insurge qu'il ne veuille pas voir ses enfants. Il consent finalement à les voir, et c'est grâce à elle. Et c'est là qu'elle trouve la rémunération de son investissement. Oui, parce que beaucoup de ses amis lui disent mais qu'est-ce que tu fais à passer du temps comme ça avec tous ces détenus, voilà, c'est quand même des criminels, etc. Et elle, en fait, tout ce temps pour elle, c'est comme un investissement. Oui, c'est pas du tout du temps gaspillé parce que la rémunération, comme vous dites, est énorme. C'est encore aujourd'hui quand elle en parle, elle a des larmes dans la voix parce ça l'émeut, quoi. Alors elle pourrait être catho.
Est-ce qu'elle l'est? Elle l'est pas du tout, non. C'est pas dit, donc... Non, c'est pas quelqu'un de catholique. Alors c'est vrai que parmi les visiteurs de prison, il y a beaucoup de gens qui sont animés par une certaine spiritualité, aider son prochain, etc. Elle a le côté spiritualité, mais elle est pas croyante. C'est une humaniste, en vérité. C'est ça, profondément. Et on sent chez elle ce besoin on sent la blessure de l'enfance. Malgré tout, elle est abandonnée par sa mère. C'est quand même une expérience extrêmement difficile pour une petite fille. Puis récupérée par son père à l'âge de 3 ans. On sent qu'elle veut donner de l'amour autant qu'elle n'en a pas reçu finalement. Oui, exactement. Martine, c'est un petit peu pour moi l'image que j'en ai de ce qu'elle m'a raconté, un peu une mère universelle. Elle prend les détenus sous son aile comme elle le ferait avec ses enfants ou ses petits-enfants. Même avec moi, qui suis un petit peu plus jeune qu'elle, dans nos entretiens, elle s'occupait de moi. Elle est maternelle. Voilà, elle veut savoir si ça va, si on a assez à manger, si on a froid, si on a chaud. C'est quelqu'un profondément maternel. Ses premiers détenus, les premiers qu'elle visite, sont donc des délinquants sexuels, hormis le braqueur, là le premier qui s'est fait pincer dans un champ et qui a dû se foutre à poil, ce sont des délinquants sexuels et ce sont même des pédophiles. Et alors, on bute évidemment sur comment dire, et elle dit « il me touche ». Et elle perçoit en le disant qu'il est extrêmement difficile pour quelqu'un d'extérieur de comprendre qu'on puisse être touché par un pédophile. Oui, quand elle m'a dit ça, elle a vraiment eu une mimique. Je me suis dit, oui, elle essaye de voir un petit peu la réaction que je vais avoir. Est-ce que je vais être choquée? Est-ce que je vais continuer à l'écouter? Et elle est tellement habituée à ça. En fait, tout son entourage, à part Jean, qui est son mari, qui la soutient dans toutes ses démarches, mais même ses enfants, ses petits-enfants, certains ont du mal à comprendre. En fait, c'est vrai que de l'extérieur, de trouver un pédophile touchant est assez compliqué. C'est compliqué d'ailleurs pour moi aussi, mais c'est vrai que quand on l'écoute, Martine, elle nous ressemble, mais juste, elle arrive à se concentrer sur la parcelle d'humanité qui est en chacun de nous, en chaque personne. Et même un pédophile en a une, même si c'est vrai que ça peut paraître assez scandaleux vu de l'extérieur. Et Jean, alors son mari. Donc lui, il est toujours là dans un coin. Ça l'intéresse aussi. Oui. La prison, il va faire des trucs lui-même en prison. Mais on sent que puisqu'elle a totalement investi le sujet, lui, il se tient un peu en recul. Oui, Jean, il est plus discret, il est plus réservé de tempérament. Je lui ai parlé aussi beaucoup. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup Patrick Henry, qui s'en est occupé aussi. Mais c'est vraiment quelqu'un qui se tient un petit peu dans l'ombre de Martine sans être négatif du tout. C'est quelqu'un qui est dans son ombre qui la soutient. Par exemple, quand elle va au parloir pour voir Patrick Henry, il l'accompagne en voiture, mais il reste dans la voiture parce qu'à ce moment-là, il vend du mobilier pour les prisons et il trouve que ça fait un peu interférence. Il veut pas être à la fois un proche d'un détenu et à la fois faire affaire entre guillemets avec l'administration pénitentiaire. Mais enfin bon, il l'accompagne quand même tout le week-end. Ils dorment à l'hôtel. Oui, c'est ça. C'est-à-dire à chaque fois qu'ils vont dans ces prisons, qui ne sont pas les endroits où ils résident, à partir du moment où Patrick Henry quitte Caen, eux, ils vont passer le week-end à l'hôtel pour le visiter la veille, le lendemain, etc. quoi. Oui. C'est assez fou parce que ça leur prend un temps énorme. Juste quand Martine achète son chat, là ça change un peu, elle passe un peu moins de temps dehors, mais à cause du chat. Voilà. Donc voilà, elle me dit ça, mais c'est vrai que sinon elle investit un temps immense. Faut savoir qu'elle fait quand même des parloirs le samedi et des parloirs le dimanche. Donc ça veut dire qu'elle passe 2 après-midi avec Patrick Henry. Alors parlons de Patrick Henry. La première rencontre entre Martine et Patrick Henry est assez stupéfiante. Il lui dit donc: on sent que c'est une provocation totale. Je suis passionné par Mein Kampf. Et Hitler n'a pas eu que des mauvaises idées, quoi. C'est de la provoque, on est d'accord? Oui, après coup, maintenant qu'elle le connaît bien, qu'elle l'a bien connu, plus exactement, elle sait que c'est de la provoque. Parce que, en fait, Patrick Henry était tellement habitué à avoir à l'extérieur cette image d'homme le plus détesté de France que, en gros, il voulait peut-être un petit peu tester pour voir si elle allait continuer à lui parler. Déjà, malgré le fait qu'il s'appelle Patrick Henry, et puis malgré aussi cette pseudo-appétence pour Mein Kampf. Ouais. C'est une manière pour lui de tester si elle va tenir, quoi. Oui. Si elle est capable de tenir, s'il peut s'appuyer sur elle. C'est ça. Mais ça, Martine, elle peut l'analyser maintenant à la lumière de 25 ans d'amitié. Sur le moment, elle est surtout très choquée parce qu'elle a des origines juives par son père qui était un juif flamand. Elle a beaucoup, souffert de ça parce que son père se faisait insulter de sale juif, etc. C'est quelqu'un qui s'est intéressé à l'histoire des camps de concentration. Enfin, bref, c'était vraiment pas la bonne personne pour dire ce genre de choses. Alors on apprend dans le fil de cette histoire que donc Patrick Henry était homosexuel.
J'imagine que vous en avez parlé de ça entre vous, parce que c'est une responsabilité que de révéler ça. Oui, on en a parlé beaucoup avec Martine, comme de beaucoup d'aspects du livre, mais c'est vrai que celui-là en particulier, si elle a décidé et on a décidé de le continuer à l'écrire, c'est que elle en est sûre déjà, elle en a déjà parlé avec lui, il en a parlé, évoqué un peu avec sa mère, ça a été long, ça a été très long. Il a fallu des années, c'est à la fin de l'histoire seulement qu'elle commence à pouvoir aborder cette question de l'homosexualité. Oui, c'est aussi à la fin de l'histoire que leur amitié n'a plus aucune barrière et grandit jusqu'à pouvoir parler de tout. Et donc ce jeune Colombien était son petit ami, donc il a eu des petits amis en prison, quoi. Oui. Martine a vu beaucoup de gestes d'affection, etc. Donc en gros, il n'y avait pas tellement de doute là-dessus. Je me dis que sans doute son homosexualité, une fois que ça a été avéré, a un peu simplifié leur relation, parce que il y a probablement toute une période où elle se demande s'il n'investit pas cette relation de manière amoureuse, ce qui est dérangeant. Oui, moi, avant de connaître Martine, je pensais à une amitié amoureuse ou à une relation. La relation était tellement forte que j'imaginais qu'il y avait quelque chose de plus que de l'amitié. Maintenant que je la connais bien et que j'ai bien parlé avec elle, je comprends que non, c'est une amitié très très forte qui est peut-être décuplée du fait de l'enfermement, justement, ou qui décuple les sentiments. Mais donc il n'y avait pas d'ambiguïté puisqu'il était homosexuel et donc ça, elle l'a vite compris et quelque part ça l'a soulagé, quoi. Oui, exactement. Et puis il faut dire quand même que Jean, le mari de Martine, est présent aussi aux côtés de Patrick. C'est pas qu'une relation à deux. Parfois, ils font des perloirs tous les trois aussi avec Martine et Jean. Alors, ce qu'on découvre quand même, qui est, j'ai envie de dire, presque rassurant, c'est que cet homme est dévoré par le remords, dévoré par le geste qu'il a commis. On peut même aller, sans trop extrapoler d'ailleurs, jusqu'à dire que probablement ce cancer qui l'a rongé assez jeune est le produit de ces années à revivre tout ça. Ça n'est pas quelque chose qu'il a mis de côté, quoi. Non, pas du tout. Et ça, c'est vrai que Martine trouvait... Vous me demandiez tout à l'heure pourquoi Martine a bien voulu faire ce livre. Elle trouvait aussi important d'expliquer tout ça parce que pour elle, Patrick Henry a failli à expliquer ça à la justice. Et c'est vrai que quand on se replonge dans les archives de l'époque, dans les comptes rendus du procès, il apparaît comme un monstre froid et il n'arrive pas à manifester ses émotions. Et même dans les expertises psychiatriques menées en prison, etc., c'est ce qu'on voit. Et en fait, Martine dit oui, mais avec moi, on en parlait. Alors évidemment, au début, elle le sent. Voilà. C'est-à-dire, par exemple, on voit la scène du bébé, elle lui montre son petit-fils, un peu naïvement en fait, et elle voit tout de suite que ça coince, quoi, qu'il peut pas regarder une photo d'enfant. En fait. Oui, Martine n'y avait même pas pensé. Martine, c'est quelqu'un, elle est très conviviale, etc. Elle vient avec ses photos de famille, et c'est vrai que quand Patrick a la photo du petit-fils de Martine dans les mains, là, il y a vraiment quelque chose qui passe sur son visage comme une ombre, et Martine elle comprend tout de suite. C'est quand même quelqu'un d'assez fin, évidemment, donc elle range la photo, mais c'est vrai qu'avant ça, elle avait pas réalisé à quel point le remords pouvait le ronger. Et quand elle lui caresse la main au parloir à la toute fin, c'est-à-dire quand on est arrivé au bout de cette amitié, qu'il y a vraiment quelque chose de très très fort entre eux, et qu'il lui répond « Tu caresses la main qui a étranglé Philippe Bertrand. Oui. » C'est donc que 35 ans après, il ne pense qu'à ça. Oui. Même pendant sa liberté conditionnelle, il se retrouve, il va sur les falaises sur la côte normande, et là il se retrouve là et il se dit, il n'arrive pas à profiter du moment parce qu'il se dit, et le petit Philippe Bertrand, il verra jamais ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui le hante tous les jours, enfin vraiment régulièrement. Alors sa première libération et cette bêtise qu'il fait chez le roi Merlin, elle ne lui fait rien payer là-dessus. Autant ce qu'il va faire après va la mettre vraiment en colère. Autant le roi Merlin, d'ailleurs le système ne le lui fait pas payer. C'est parce que c'est broutilles, c'est 15 €. Hein? Oui. Alors cette histoire, c'est vraiment idiot. Il vole chez le roi Merlin parce qu'il avait oublié son portefeuille dans sa voiture et que la voiture est garée trop loin. C'est vraiment un acte. Thierry Lévy avait dit c'est l'acte normal d'un homme anormal, et c'est assez vrai en fait. C'est vraiment quelque chose d'assez idiot quand on a l'épée de Damoclès d'une liberté conditionnelle au-dessus de la tête. En revanche, Martine a un vrai doute lorsque il se compromet dans ce trafic de cannabis en Espagne, et qu'il est arrêté, que sa conditionnelle est révoquée, et que donc il revient à la peine initiale qui était perpétuité. Son doute, c'est, est-ce qu'après toutes ces années, je le connais, quoi?
Oui, c'est ça. Parce que là, en fait, quand ça fait 30 ans qu'elle le... Oui. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. 20 ans à ce moment-là qu'elle le visite et qu'elle parle avec lui presque quotidiennement. Et il faut savoir qu'elle savait même pas qu'il était en Espagne. Elle l'apprend par un ancien détenu et elle ne savait évidemment rien du tout de son entreprise. D'autant qu'il n'avait pas le droit d'aller en Espagne. Voilà, il n'avait pas le droit de quitter le territoire national. Ouais. Voilà. Donc elle ne savait rien du tout et elle se dit comment c'est possible d'avoir l'impression d'être si proche de quelqu'un et à la fois qu'il cache tout un pan de sa vie. Donc là, elle me l'a dit clairement, elle a pensé le lâcher. Mais c'est Thierry Lévy, l'avocat de Patrick Henry à ce moment-là, qui met tout en œuvre pour la convaincre parce qu'il sent, Thierry Lévy, que Patrick Henry est vraiment tenu. Enfin, Martine, c'est un pilier pour Patrick Henry. Il est vraiment tenu par elle. Et si elle s'en va, on ne sait pas trop ce qui peut advenir de lui. Il faut une sacrée force de caractère à ce moment-là pour surmonter ça. Oui. Enfin, il faut des convictions, quoi. Oui, même face à ses amis qui lui disent mais tu te sens pas trahi, toi tu restes. Elle a vraiment du mal, encore plus qu'avant, à justifier le fait d'être l'amie de Patrick Henry. Parce que là, on commence à penser à tous les week-ends, aux nuits d'hôtel passées aux Fraises, à Châteauroux, oui. à le visiter le samedi, à le revisiter le dimanche, et tout ça pour un type qui n'est pas capable à ce moment-là de se dire pas ça, quoi, pas un trafic de drogue. Alors elle dit aussi que pendant toute sa liberté conditionnelle, Patrick Henry n'a pas pu se réinsérer justement parce qu'il est Patrick Henry. Comme vous l'avez rappelé, il peut même pas louer une voiture sans qu'on lui rappelle qu'il est Patrick Henry. Il peut même pas aller au marché acheter un melon, il se fait insulter. Il prend des cailloux dans sa fenêtre. Enfin voilà, sans le victimiser, parce que c'est important de dire que Martine évidemment ne cautionne pas du tout son acte et elle a jamais, elle trouve ça horrible comme moi, comme vous, comme tout le monde. Mais elle voit que c'est impossible pour lui d'avoir une vie normale. Il reconstitue sa cellule dans sa chambre. Enfin, il n'y arrive pas, quoi. Donc, et ça, au moment où elle apprend pour l'Espagne, elle se dit mince, ça, j'ai pas vu qu'il n'y arrivait pas. J'ai pas vu que mon ami était dans une détresse immense. Sa victoire à Martine, c'est au fond que Patrick Henry est quelqu'un qu'il est aimé jusqu'à son dernier souffle. Oui, Martine, elle l'a accompagné, elle allait le voir tous les jours à l'hôpital, elle lui a loué un appartement à la Madeleine près de Lille, elle avait des conversations quotidiennes avec lui, et pas seulement des choses tragiques. D'ailleurs, Martine, c'est quelqu'un qui rigole beaucoup, qui a une nature comme ça, elle fait pas mal de blagues, etc. Ils s'échangeaient des textos, un peu des blagues, etc. Elle est blonde et belge, donc il y avait des matières à faire des blagues. Merci beaucoup, Planar Adenovic. Je renvoie vraiment tous ceux qui s'intéressent à ce que peut être l'activité de visiteur de prison. Il y en a des milliers en France qui font la même chose que Martine. Je les renvoie à votre livre qui paraît aux éditions Michalon, Martine Weiss et Patrick Henry, l'amitié malgré tout. Merci beaucoup. Merci à vous. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.